Bonjour, bienvenue à notre échange d'aujourd'hui avec la société F2R2. Alors, on est très habitué aux navigateurs classiques dits rectangulaires, souvent un peu rigides à l'affichage. Et là, nous allons rencontrer les inventeurs d'une nouvelle façon de naviguer sur Internet avec des navigateurs un peu différents, plus créatifs, plus souples, beaucoup plus innovants. Et ces créateurs sont français. Bonjour Amaury et bonjour Alexis. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tout le monde. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous allez nous expliquer et nous montrer votre innovation, nous en faire une démonstration, voir effectivement concrètement comment marche le navigateur. Et également aussi, vous allez nous expliquer le lancement prochain en 2022, votre business model. Et comme on est un site de courtage en ligne, eh bien, on va voir comment on peut devenir actionnaire de F2R2. Notamment quand on a un PEA, un PEA, PME ou un compte titre, notamment chez Zibourse, et comment on peut mettre les actions dans son compte. Et on va voir que même si c'est des titres non cotés, eh bien, on peut quand même les acheter, les négocier de manière simple et également aussi avec peu de frais. Voilà. Bien sûr, cette session est interactive, elle sera aussi enregistrée en vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, Alexis Amaury, je vous propose que vous commenciez par nous présenter qui vous êtes et aussi, bien sûr, cette solution de navigateur différent. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Écoutez, je suis Amaury Grimbert, avec Alexis Tamas, nous sommes les co-inventeurs de Frogance et sommes les dirigeants fondateurs de la société F2R2. Je propose que dans la présentation, il y a un moment donné, on présente un petit peu nos parcours, donc je propose qu'on les voit par la suite. Ce qu'on avait tout de suite envie de vous dire pour démarrer ce webinaire, c'est de rentrer dans le vif du sujet qui est l'invention, les nouveaux sites Frogance, donc vous en faire la démonstration. Vous parlez ensuite du métier de notre société dans lequel nous vous proposons donc d'investir. C'est du non-coté, on le verra dans les conditions réglementaires de l'AMF. Et puis, vous pouvez poser des questions et nous y répondrons tout à fait volontiers au travers de l'interface Zoom qui a un onglet dans lequel vous avez questions-réponses. Si ça vous va comme ça, donc on démarre. Alexis, pourquoi une nouvelle génération de sites? Alors, la raison d'être de notre invention, Jean-Baptiste Barbier l'a dit en introduction, en le sachant ou sans le savoir, ça fait une trentaine d'années que la publication sur Internet se fait au travers principalement du web, des sites web. Et à un moment donné, on s'est mis à réfléchir avec Alexis, puis on va le voir toute une équipe, sur cette idée d'apporter une nouvelle façon d'interagir sur les contenus et sur Internet, donc de les publier, de les consommer sur l'écran en tant qu'utilisateur. Et le cheminement nous a amené à inventer donc une nouvelle génération de sites qui s'appelle les sites Frogance. Alors, la raison d'être, elle est assez simple. Après tout ce travail, vous verrez, on est animé par cette idée qu'il faut apporter plus de choix, de liberté sur Internet pour publier des contenus et des services, ne pas être dans un mode unique et encore une fois dans lequel des problèmes se sont accumulés au fil du temps, de lourdeur, Jean-Baptiste le disait, parfois aussi de sécurité, de respect de la vie privée, de consommation d'énergie de plus en plus forte. Et donc ça, c'est notre premier point, c'est donner un autre choix. Et puis l'autre chose, c'était aussi que l'expérience de navigation soit plus ludique, qu'elle fasse plus appel à nos sens, si on va le voir. Alors, parfois, on dit toujours que les images, c'est mieux que les mots. Donc, en fait, on vous propose de démarrer cette démonstration par une vidéo assez courte dans laquelle on vous présente l'invention, les sites Frogance, comment ça fonctionne. Et puis après, on reprendra le fil de notre échange, si vous le voulez bien. Je suis actuellement devant mon écran. C'est l'écran d'un ordinateur sous Linux, mais ça pourrait être exactement pareil avec un ordinateur Mac ou sous Windows. Ce que j'utilise habituellement sur mon ordinateur, c'est par exemple des applications de traitement de texte ou de tableur. Mais j'utilise aussi bien sûr énormément mon navigateur web. En l'occurrence, j'utilise Chrome, mais ça pourrait être aussi Safari, Firefox, Edge, etc. Grâce à lui, je peux naviguer sur des sites web et accéder ainsi à énormément de contenus et de services. Ceci étant dit, je rencontre quelques problèmes. Par exemple, je ne peux pas facilement naviguer sur des sites web et en même temps travailler avec mes autres applications, car les fenêtres sont trop grandes, et je dois passer de l'une à l'autre pour pouvoir les utiliser confortablement.
De plus, je trouve que comme les sites web sont tous enfermés dans la fenêtre rectangulaire du navigateur, ils finissent par se ressembler un peu tous malgré leur contenu différent. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on ne peut utiliser qu'un seul site web à la fois. Si je veux en utiliser plusieurs en même temps, je suis obligé d'utiliser des onglets et de passer de l'un à l'autre. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que quand je veux utiliser un même site web sur mon smartphone, je n'ai pas le même contenu qui s'affiche. Les liens et les boutons sont à des endroits différents et certaines fonctions ont été retirées, certainement parce que l'écran est trop petit. Et aussi, il faut beaucoup défiler. Le passage de mon ordinateur à mon smartphone, et vice-versa, n'est pas fluide. Du coup, je suis souvent obligé de télécharger et d'installer une app sur mon téléphone. Mais je n'ai pas la place ni le temps d'installer une app pour chaque site web que j'ai envie de visiter. Un autre aspect que je trouve plutôt dur avec les sites web, c'est toutes les difficultés que j'ai pour protéger ma vie privée. Il y a bien des avertissements sur tous les sites web que je visite à propos des cookies, et on me donne bien la possibilité de les paramétrer, mais comme c'est difficile et long de faire les réglages proposés, je finis par tout accepter. Je n'ai pas vraiment le choix. Et puis si par malheur j'essaye de faire des réglages de vie privée dans mon navigateur, je tombe sur des choix et des options encore plus complexes. Et c'est exactement la même chose avec les réglages de sécurité. Je tombe sur des informations techniques que je ne comprends pas et j'ai peur de faire des mauvais choix. Mais je vois bien que l'Internet n'est pas limité au site web. Il y a de nombreuses autres applications qui apparaissent régulièrement et que je peux utiliser, comme Zoom, Skype, WhatsApp, TikTok et bien d'autres. À ce titre, une nouvelle application va bientôt apparaître sur Internet, qui s'appelle Frogance. Frogance va me donner accès à un nouvel espace de contenu sur Internet, avec un nouveau type de sites qui ont une apparence très différente des sites web et des autres applications. Les sites Frogance vont m'offrir énormément d'avantages et de possibilités. Après avoir téléchargé et installé sur mon ordinateur Frogance Player, un logiciel gratuit, j'ai immédiatement accès à tous les sites Frogance disponibles. Frogance Player se présente sous la forme d'une petite pastille sur mon écran que je peux déplacer où je veux. À partir de cette pastille, je peux entrer l'adresse d'un site Frogance pour le faire apparaître sur mon écran. Une fois que le site Frogance est ouvert, je vois que je peux aussi facilement le déplacer où je veux. Je remarque d'ailleurs qu'il se réduit automatiquement quand je l'approche d'un bord de l'écran et que son apparence change à ce moment-là pour rester lisible. Mais un site Frogance n'est pas qu'une icône. Je peux naviguer dedans pour trouver des informations, voire pour faire un achat si je le souhaite. Ce qui me frappe tout de suite aussi, c'est que le site Frogance n'est pas enfermé dans une fenêtre rectangulaire. Il a une forme libre et il flotte comme par magie sur mon écran, au-dessus des autres applications. Quand je déplace une autre application, on voit que le site Frogance reste au premier plan, toujours prêt à être utilisé. Je peux bien sûr ouvrir plusieurs sites Frogance en parallèle sur mon écran. Sur cet exemple, au centre, je découvre une chaîne de restaurants spécialisés, sa carte et son ambiance. Sur cet autre exemple, je découvre un sculpteur et ses créations. Au passage, je vois qu'un site Frogance peut changer de forme quand on navigue dedans. Je peux aussi utiliser un site Frogance pour suivre des informations en temps réel. Par exemple, sur ce site Frogance, à gauche, je peux suivre des résultats de tennis. Et même lorsque le site Frogance est réduit sur un bord de mon écran. Sur cet autre site Frogance, en bas à gauche, je peux suivre l'évolution du CAC 40 au cours de la journée et accéder à d'autres informations financières. Depuis ce site Frogance, je peux aussi ouvrir directement un autre site Frogance de la même famille qui me renseigne par exemple en parallèle sur l'évolution du Nasdaq. Ce qui est donc très pratique, c'est que je peux utiliser plusieurs sites Frogance en même temps et je peux les organiser comme je veux sur mon écran. Et je peux même utiliser des sites Frogance pendant que j'utilise une autre application. À tout moment, je peux donc garder un œil sur mes sites Frogance préférés et voir si quelque chose se passe, comme une promotion qui pourrait m'intéresser.
Par rapport au site web, je vois que les sites Frogance ont un autre avantage, qui est de s'afficher à l'identique sur mon smartphone ou sur ma tablette. Tout au long de la journée, chez moi, dans les transports ou au bureau, je peux donc passer d'un écran à l'autre sans aucun effort. Et comme les sites Frogance sont beaucoup plus légers que les sites web, bien moins de données sont transportées quand je navigue, ce qui respecte l'environnement. De plus, ma vie privée est protégée sur les sites Frogance. Notamment, contrairement aux sites web, il n'y a aucun cookie dans les sites Frogance. Et d'une visite à l'autre d'un site Frogance, je ne suis reconnu que si j'ai mis ce site Frogance dans mes favoris. Je n'ai aucun réglage de vie privée à faire, c'est donc beaucoup plus simple. Et pour ce qui concerne ma sécurité, c'est celui qui publie le site Frogance qui détermine le niveau de sécurité nécessaire en fonction du contenu. Par exemple, ma banque choisira un niveau de sécurité maximum. De mon côté, je n'ai aucun réglage de sécurité à faire, c'est donc beaucoup plus simple. Les usages des sites Frogance sont infinis, dans tous les secteurs et sous toutes les formes possibles. Mais même si les sites Frogance ressemblent un peu visuellement à des widgets de bureau, les sites Frogance ne sont pas des widgets de bureau. Les sites Frogance sont des contenus publiés sur Internet dans lesquels on navigue, et ce ne sont pas des logiciels que je dois télécharger à mes propres risques. Les sites Frogance peuvent exister indépendamment des sites web, mais les sites Frogance peuvent aussi fonctionner main dans la main avec des sites web. En effet, je peux facilement passer d'un site web à un site Frogance par un simple lien. Et ensuite, si je vais naviguer sur d'autres sites web, ou même si je ferme entièrement mon navigateur web, par exemple pour utiliser une autre application, le site Frogance me permet de retrouver le site web de départ que j'ai perdu de vue par un simple bouton. Pour trouver des sites Frogance disponibles, j'utiliserai des moteurs de recherche comme Google ou Qwant. Et pour faire connaître des sites Frogance à mes amis, je pourrais très facilement leur envoyer l'adresse du site Frogance par email, WhatsApp, Twitter, Facebook ou par tout autre moyen. Alors, pour continuer cette présentation, donc, vous avez vu à quoi ressemblent les sites Frogance, qu'ils peuvent apporter aux utilisateurs de l'Internet, tant du côté des éditeurs de contenu qui assurent comme ça une présence tout à fait nouvelle et complémentaire, et du côté des utilisateurs finaux, les internautes, qui ont aussi un bénéfice assez fort en termes de présence sur l'écran, de fluidité et beaucoup d'autres propriétés sur lesquelles nous reviendrons. Et là, il est important de vous parler du métier de F2R2. Donc, que fait F2R2 dans ce système? Alors, la première chose que nous allons regarder, ce sont les entités du projet Frogance. Un projet comme Frogance, il y a effectivement F2R2, nous représentons aujourd'hui F2R2 dans ce webinaire, mais il existe en amont une organisation qui s'appelle OP3FT et qui est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 2012 pour assurer le développement et la diffusion de la technologie Frogance. Car en effet, Frogance, en fait, c'est une technologie comme le web qui est diffusée sous la forme d'un standard ouvert et qui est donc cette organisation agit dans l'intérêt général. Et comme on le voit d'ailleurs sur les petits logos qui sont affichés, elle a déjà une antenne locale présente en Chine et elle en développe une actuellement aux États-Unis. Face à cela, l'OP3FT, par délégation, va s'occuper de la gestion de toutes les adresses Frogance. Donc les adresses Frogance, vous l'avez peut-être aperçu rapidement dans la vidéo, mais quand un utilisateur veut ouvrir un site Frogance, eh bien, il va entrer une adresse. De même qu'on entre une adresse pour aller sur un site web, eh bien, on rentre un nom de domaine, par exemple. Donc là, dans le cas des sites Frogance, il y a des adresses Frogance. Donc en fait, F2R2, c'est très simple. Dans tout cet ensemble, dans cette nouvelle technologie, F2R2 assure le fonctionnement du service d'adressage et donc la commercialisation des adresses Frogance. Cette combinaison autour du projet, donc entre une organisation à but non lucratif et une société commerciale qui assure finalement donc le financement du projet, assure la pérennité et la neutralité de Frogance et donc sa capacité à se diffuser de façon très forte sur l'ensemble de la planète. Alors, pour ce qui concerne l'enregistrement des adresses Frogance, il y a quelques planches ici qu'on va vous montrer pour bien vous faire comprendre en fait notre métier et ce qu'on fait avec ces adresses. La première chose, c'est que donc nous disposons d'un registre, ça s'appelle le registre central Frogance, une sorte de grosse base de données dans laquelle s'enregistrent toutes les adresses Frogance, que ce soit des adresses comme on le voit au centre de cet écran qui commencent par Frogance étoile suivi du nom du site, ou bien même par la marque du titulaire de l'adresse. Il peut mettre sa marque à la place de Frogance pour
fabriquer tout un ensemble d'adresses intéressantes et qui lui appartiennent de manière incontestable. Ces enregistrements se font par l'intermédiaire de distributeurs qu'on appelle administrateurs de compte. Donc, ce sont des distributeurs qui assurent l'enregistrement pour le compte des clients du monde entier. C'est un enregistrement qui peut se faire soit quand on est face à un distributeur important, il va le faire évidemment de façon automatique avec des logiciels qui lui permettent d'aller très vite, ou alors il peut aussi le faire à la main quand il s'agit d'un distributeur qui fait du qualitatif avec par exemple des grandes marques. Les durées d'enregistrement dans le registre central Froggen, ce sont de 1 an, renouvelables indéfiniment. Donc, c'est aussi un peu autour de notre modèle économique. Eh bien, cet enregistrement est une sorte d'abonnement. Donc, ce sont des revenus récurrents. Et les administrateurs de comptes, donc nos distributeurs, créditent leur compte par avance pour pouvoir faire des enregistrements, ce qui nous facilite évidemment la vie puisque nous facturons d'avance. Les tarifs que nous pratiquons, donc, qui sont des tarifs mis en place dans le cadre de la délégation avec l'OP3FT, dont on a parlé juste avant, eh bien, ce sont des tarifs qui sont au niveau distributeur, donc de 6 € par an pour une adresse Froggens qui commence par Froggens étoile, ou une traduction dans différentes langues. On verra que ce système est international aussi au niveau de l'adresse. Et puis, quand on souhaite réserver donc, un réseau Froggens, c'est-à-dire un ensemble d'adresses Froggens qui permet de mettre sa marque dans l'adresse directement et de retirer finalement le nom de la technologie Froggens, donc pour avoir un ensemble très évolué d'adresses et très distinctif, eh bien, c'est 1 500 € par an. Alors, ces chiffres-là en fait, correspondent à des attentes de marché, c'est-à-dire que les 6 € par an pour une adresse Froggens, eh bien, c'est plus ou moins le tarif finalement pratiqué pour les noms de domaine, notamment les noms de domaine en .com, qui sont commercialisés entre 8 et 9 $ au niveau des distributeurs. Et ce marché donc, correspond à 364 millions de noms de domaine aujourd'hui actifs sur Internet. Les réseaux Froggens correspondent à un autre besoin, on en a parlé, le besoin d'une marque d'avoir une adresse complètement personnalisée. Eh bien, ce marché représente au niveau mondial 64 millions de marques. Donc on voit que les deux marchés sur lesquels se situent en fait, les offres commerciales de notre société sont des marchés très importants, mondiaux, et qui représentent un volume d'activité potentiellement très important. Alors, pour terminer, je l'ai dit il y a quelques instants, ces adresses peuvent s'écrire dans plus de 170 langues du monde entier. Donc, la possibilité de couvrir, évidemment, au-delà des langues latines, le chinois, le japonais, le coréen, l'arabe, le russe, l'hébreu, l'hindi, le thaï, le grec et bien d'autres langues majeures. Dernier point, peut-être pour vous présenter, donc c'était vraiment très rapide notre activité, c'est la protection des marques dans notre système. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on va mettre en place un enregistrement au niveau mondial, eh bien, on sait que dans l'histoire du web, il y a eu, et des noms de domaine, il y a eu du cybersquatting, donc des gens qui se sont appropriés des noms de domaine pour lesquels ils n'avaient pas de légitimité, puisqu'en gros, ils volaient la marque de quelqu'un. Et donc, sur le web, des procédures sont apparues progressivement, et nous avons adapté ces procédures pour aussi en bénéficier au niveau de l'enregistrement des adresses Froggens. Et donc, les deux logos que vous voyez là, ce sont deux centres d'arbitrage qui résolvent des litiges en cas de cybersquatting. Voilà. Donc, Forum est basé aux États-Unis, et l'ADNDRC en fait, représente 4 centres d'arbitrage basés en Asie et notamment en Chine. Alors, toutes ces informations qu'on vient de vous donner, vous pouvez aussi aller sur le site web f2r2.fr. Il y a un peu plus de détails sur notamment le fonctionnement précis des sites Froggens par rapport au site web notamment. Vous avez un peu plus de détails aussi sur la façon dont nous réalisons notre métier, puisqu'il y a d'un côté l'enregistrement des adresses, mais ensuite, il faut aussi que les adresses fonctionnent quand les utilisateurs les saisissent dans le logiciel Froggens Player. Donc, ces détails sont fournis à travers des vidéos aussi extraits de webinaires qui étaient un petit peu plus longs, d'un format un petit peu plus long. Donc, vous pouvez aussi aller vous regarder quelques minutes complémentaires. Là, on va vous parler maintenant d'investissement, puis ensuite, on va répondre à vos questions. Il y a déjà des questions qui sont apparues dans les questions et réponses, donc on va les traiter, bien sûr, des questions intéressantes. Là, on va vous parler d'investissement. Et donc, je vais redonner la parole à Maury pour parler de ceci. On a listé un certain nombre de points qui nous paraissent intéressants
à considérer dans votre investissement éventuel dans F2R2. Nous commençons par des points un peu généraux et puis nous allons ensuite converger vers les aspects financiers de l'investissement, c'est-à-dire le business plan de F2R2 et aussi les espérances de retour sur investissement. Puis enfin, nous conclurons par la présentation de l'offre, précisément, avec les possibilités qui vous sont offertes. Merci Alexis. Alors, comme Alexis le disait, on commence par la première raison, certainement, c'est l'invention, c'est lié à l'innovation que nous avons mise au point. Et Frogance, c'est potentiellement la prochaine révélation de l'Internet. Et le système a été bâti pour que la diffusion virale des sites Frogance puisse se faire mondialement de manière assez souple et rapide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette invention, elle s'adresse à des acteurs de toute taille. On peut être un commerçant de quartier et avoir envie de présenter son offre à travers Frogance, et on peut être un grand acteur de l'Internet et utiliser ce système également pour des usages commerciaux ou non commerciaux. Et bien sûr, l'invention, sa raison d'être, on l'a vu, pour l'utilisateur et l'éditeur, c'est cette relation, ce contact permanent qui peut être créé sur l'écran et qui fait qu'on améliore la relation entre l'éditeur et l'internaute. L'autre raison, c'est que les usages liés à ce standard ouvert sont illimités. Donc, on peut imaginer des exemples de sites Frogance avec des informations en temps réel, utilisés pour le e-commerce, utilisés pour des objectifs marketing de présentation de catalogue de produits, pour tout type de service, la découverte, la culture, l'apprentissage en ligne, qu'on appelle e-learning. Enfin, donc, c'est vraiment absolument illimité. Une autre raison que nous trouvons importante de vous présenter, c'est qu'on n'a pas fait ça dans notre coin en France. Nous avons bâti cette invention au contact de grandes organisations internationales de l'Internet aux États-Unis et en Chine. On en cite 3 sur cette page. L'IETF, c'est l'organisation de standardisation de l'Internet au sens des protocoles, au sens technique. L'ICANN, c'est une organisation qui est basée aux États-Unis et qui est le régulateur mondial de l'Internet au niveau notamment des noms de domaine du web. Et puis, la Chine, nous sommes l'OP3FT, l'antenne locale dont Alexis a parlé, qui est ouverte en Chine, est membre de l'Internet Society of China, qui est l'organisation qui regroupe les acteurs de l'Internet en Chine. Une autre raison qui nous a semblé importante, c'est le binôme que nous formons avec Alexis. Nous sommes complémentaires. Nous sommes tous les deux donc âgés d'une 50aine d'années. Alexis a un profil ingénieur, a travaillé au départ comme consultant auprès de grands groupes, France Télécom, Philips, la Commission européenne également, avec une expertise donc avancée sur l'innovation sur Internet. Et ça englobe aussi les aspects de diffusion de l'innovation, donc les aspects marketing et de diffusion de cette invention sur le réseau Internet. Et pour ma part, j'ai une expérience de gestion en environnement complexe et donc j'adresse plutôt les problématiques liées à la gestion de la recherche et développement, aux ressources humaines et aux finances et à la gestion, je dirais, financière du projet. Une raison supplémentaire aussi, c'est que nous avons pris les conseils avisés de personnes importantes sur Internet, dont un exemple ici qui sont les fondateurs de l'Internet, des protocoles de base de l'Internet aux États-Unis, Vinton Cerf et Steve Crocker. Et donc, nous avons eu l'opportunité de recueillir leurs avis et ils nous ont aussi ouvert des portes pour que nous puissions nous faciliter la diffusion de Frogance dans le monde qui va démarrer bientôt. Une raison également, je crois, qui est derrière, c'est celle qui est liée à la gouvernance de ce projet. Nous ne sommes pas, donc, comme je le disais, Alexis et moi seuls dans ce projet. On va le voir, il y a une équipe. Et avant cela, il y a des administrateurs et administratrices qui nous accompagnent. Alors, il y a les 2 structures dont Alexis a parlé. Au niveau de F2R2, il y a donc 3 administrateurs en plus d'Alexis et moi. Et puis, au niveau d'OP3FT, il y a 2 administrateurs en plus d'Alexis et moi. Nous sommes 4 administrateurs. Un seul exemple, Khaled Kouba est quelqu'un qui a une expérience de gouvernance dans les organisations justement internationales de l'Internet. Et il est aussi actuellement membre d'un comité de gouvernance à l'ONU sur la bonne gouvernance de l'Internet.
Notre équipe, nous avons donc une équipe en place d'une vingtaine de personnes qui sont réparties entre F2R2, ses sous-traitants, et l'OP3FT. On peut dire qu'on a bâti une équipe solide qui a des ingénieurs, des spécialistes de l'Internet, principalement en France. Nous avons aussi sur l'antenne locale de Pékin donc une petite équipe, notamment avec des collaborateurs, des stagiaires lorsqu'on travaille avec Centrale Pékin actuellement. On est en partenariat avec Centrale Pékin en Chine, et bientôt aux États-Unis, comme Alexis le disait, l'OP3FT est en train d'ouvrir une antenne locale qui sera basée à Washington. Peut-être, Alexis, je te passe la parole sur… non, je vais prendre le dernier point. Vous l'avez vu rapidement dans le film de présentation que nous avons montré. Il y a donc des valeurs fortes derrière ce projet qui sont aussi garanties par notre implication avec Alexis, cette vision de long terme dont nous sommes gardiens tous les jours dans le développement du projet. Il y a le fait qu'on a voulu donc bâtir une innovation ouverte, un standard ouvert sur Internet. Le fait qu'il est grand temps que le numérique passe à des modes de consommation d'énergie plus réduits que ce qu'il continue de faire dans d'autres modes. Et donc, Frogance apporte de la sobriété numérique. On l'a dit rapidement et on pourra y revenir si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur le fait que les sites Frogance, lorsqu'on navigue sur les sites Frogance, la vie privée des utilisateurs est protégée. Et il y a aussi un système de sécurité que nous avons mis en place dans le cadre de la navigation sur les sites Frogance, qui est important et qui sont des valeurs qui répondent aujourd'hui aux attentes des utilisateurs lorsqu'ils sont sur Internet. Alexis, je peux te passer la parole sur les aspects financiers? Oui, tout à fait. Merci. Alors, donc là, comme annoncé, donc nous, après avoir donc vu ces différents points qui sont effectivement plusieurs angles pouvant vous intéresser par rapport à notre projet. Je pense qu'il a une grande richesse par le fait qu'on a aussi beaucoup travaillé avec nos équipes et que c'est un projet qu'on a mis en place de façon très, je crois, sérieuse. Maintenant, on va passer donc à la partie modèle économique. Donc, vous avez donc compris qu'on commercialisait des adresses auprès de distributeurs, donc des adresses et des réseaux Frogance à 6 € et à 1 500 €. Et voici donc les prévisions que nous faisons aujourd'hui de commercialisation et qui peuvent donc représenter aussi une raison d'investir, puisque c'est une société qui va se développer en générant du chiffre d'affaires et qui va démarrer sa croissance, donc à partir de mi-2022 et au deuxième semestre 2022, qui va démarrer sa croissance et ensuite, par son chiffre d'affaires, autofinancer la poursuite de sa croissance. Donc ça, c'est aussi un point assez intéressant. Le modèle est un modèle qui apporte des revenus à l'entreprise. Ce n'est pas juste un modèle d'audience, on va regarder un peu plus tard ce qui se passe et puis en essayant de lever de plus en plus de fonds pour atteindre une taille critique. On pense que dans notre projet, dans la configuration qu'on lui a donnée, eh bien, ce chiffre d'affaires va devenir l'épine dorsale en fait, de son financement. Alors, ce chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? Alors, évidemment, sur le site f2r2.fr, là, vous avez le détail plus précis de l'origine du chiffre d'affaires, notamment la ventilation entre les adresses et les réseaux. Donc là, c'est juste un résumé avec les quelques points essentiels. On pourra revenir lors de vos questions, si vous le souhaitez, dans plus de détails. La première chose, c'est que donc, dès la première année, il y a une rentabilité, 26,9% sur l'année, donc une marge d'exploitation directement. Donc ça montre quelque chose d'assez fort, c'est ce que je viens de dire, c'est cette capacité d'autofinancement qui va se dégager rapidement. Le deuxième point, c'est l'atteinte d'une marge exceptionnelle de 65%, donc là on est en 2025, et ces marges, en fait, sont calquées sur les marges d'une société, en fait, finalement, qui a un métier assez équivalent à celui de F2R2, qui est la société VeriSign, qui s'occupe, en fait, de gérer les noms de domaine en .com sur Internet. Donc, c'est le plus gros gestionnaire de noms de domaine, puisqu'il représente à lui seul quasiment la moitié des enregistrements de noms de domaine. Et donc, voilà, elle existe depuis longtemps et elle continue son exploitation depuis toutes ces années avec une marge exceptionnelle de 65%. Et notre profil de fonctionnement, enregistrement, résolution d'adresse étant sensiblement le même, nous pouvons donc espérer aussi ces marges d'exploitation importantes. La troisième chose aussi, c'est à dire, je pense, c'est le chiffre d'affaires. Alors, d'aucuns vont se dire, bon, est-il vraiment possible, envisageable de faire un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2025 ?
au bout de 4 ans d'exploitation simplement, eh bien, nous, on pense que c'est tout à fait réalisable, ce sont en tout cas nos plans, et ça correspond notamment, vous vous souvenez probablement des chiffres qu'on vous a donnés sur les marchés que nous adressions, marché des noms de domaine et marché des marques, eh bien, ces chiffres-là, dans notre business plan, restent encore à ce stade très limités en termes de pénétration, puisqu'on est à moins de 2% des noms de domaine et environ 1% du nombre de marques. Ce qui signifie que F2R2 et le projet Frogance dans son ensemble, à partir du moment où il arrive à se déployer, eh bien, va générer une activité économique très forte et qui va donc bénéficier à ses actionnaires, évidemment. Alors, le point suivant, c'est simplement une simulation qu'on a faite autour de la valorisation de notre société. Donc, on a regardé justement la société VeriSign dont je parlais à l'instant, ce qui lui arrive en termes de valorisation. Alors, c'est une société qui est cotée au Nasdaq et qui a une valorisation de 27 milliards de dollars et qui correspond à peu près à 20 fois son chiffre d'affaires des dernières années, en fait, entre 18 et 22 fois son chiffre d'affaires lors des 3 dernières années. Et donc, en utilisant ce modèle de valorisation, eh bien, sur le prévisionnel d'activité de F2R2, eh bien, fin 2024, la société F2R2 deviendra une licorne dans ces conditions, et fin 2025, elle sera valorisée à plus de 3,7 milliards d'euros. Voilà, soit 200 fois la valorisation actuelle de 17 millions d'euros, qui est la valorisation d'aujourd'hui dans le cadre de l'offre de titres ouverte au public qu'on va vous présenter. Donc voilà, donc c'est une histoire évidemment qui est très tôt, hein, c'est-à-dire qu'en entrant dans notre capital, vous entrez à un moment où il y a encore beaucoup de valorisation à faire. Il y a évidemment encore des risques devant nous, puisque si ce n'était pas risqué, eh bien, je pense qu'il n'y aurait pas d'enjeu, et puis il n'y aurait pas non plus de valorisation de plus-value à faire, probablement, en tout cas beaucoup moins. Mais bon, voilà, nous, on est convaincus qu'on va réussir à faire cette croissance, et donc on va réussir aussi à permettre à nos actionnaires d'avoir un retour sur investissement important. Alors, cette offre de titres, justement, qui est ouverte au public, elle s'inscrit en fait dans un cadre un peu plus général, qui est une levée de fonds qui doit permettre lors de la montée en puissance du projet sur 18 mois. Alors là, on a un business plan donc, qui est notre hypothèse médiane et donc, qui nous permet d'aller très vite et très fort dès la première année. Mais nous, on prévoit aussi, comme ce projet doit être sécurisé, eh bien, on prévoit aussi de lever un peu plus d'argent pour ne pas être surpris en cas de difficulté ou si on a simplement un peu de délai sur le marché, ce qui est tout à fait possible compte tenu du niveau d'innovation. Donc, pour faire ça, donc, on a une augmentation de capital qui est un peu plus large, 7,5 millions, et nous avons décidé, dans une logique de complète ouverture du projet au public, non seulement sur la partie technologique Frogance, mais aussi donc, sur la partie F2R2, d'ouvrir le capital au public. Alors, la part de capital qui est ouverte aujourd'hui donc, est de 28%. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est qu'on est en fin d'offre, donc l'offre se termine le 5, on y reviendra hein, pour les modalités, elle se termine le 5 avril. Elle est valorisée donc, à 17 millions d'euros. Et dans ce contexte-là, vous pouvez souscrire des actions de F2R2. Alors, l'action unitaire est à 1 250 euros et vous pouvez en prendre entre 1 et 48 aujourd'hui dans les dispositions actuelles. Donc, ça veut dire un investissement entre 1 250 et 60 000 euros. Alors, on ira dans les détails tout à l'heure parce que je crois qu'il y avait une question sur les PEA, PEA, PME. Donc, enfin, en tout cas, on peut répondre oui déjà, hein, bien sûr, et notamment avec ceux d'Easy Bourse, bien sûr. Et puis, si on souhaitait, si son PEA est rempli ou je ne sais quoi, et qu'on veut quand même investir dans F2R2, il reste aussi la possibilité d'investir en direct, c'est-à-dire simplement en souscrivant et ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Alors, le cadre, on a dit qu'on donnait une priorité au public en France, donc dans les conditions de l'AMF, et en parallèle, notre société recherche des fonds auprès d'investisseurs français et étrangers qui viendront compléter ce financement.
Alors, le financement, Amaury l'a dit tout à l'heure, il a lieu dans le cadre donc, des dispositions de l'AMF. Donc, vous verrez notamment sur le site f2r2.fr un document d'information synthétique qui a été déposé à l'AMF et qui reprend toutes les circonstances, toutes les conditions de l'offre dans leurs détails, conformément à la réglementation. Pour souscrire, alors, vous allez voir, il faut se rendre dans un premier temps sur le site f2r2.fr pour créer un compte souscripteur. Donc, c'est directement le site de la société, F2R2, dans lequel vous créez un compte souscripteur. Et ensuite, vous décidez dans ce compte du nombre d'actions que vous souhaitez souscrire et vous choisissez votre mode de souscription. Donc, par exemple, disons par PEA ou PEA-PME. À partir de là, une fois que vous avez choisi cela, vous rentrez donc votre banque qui gère le PEA ou le PEA-PME, donc disons la EasyBourse, et vous enclenchez cette souscription. Là, vous allez recevoir des documents. Vous allez notamment recevoir un bulletin de souscription que vous allez retourner signer à la société. Et à l'issue de ça, vous allez recevoir tous les documents que vous allez transmettre donc, à EasyBourse. Alors, je l'ai précisé tout à l'heure, on va revenir dans les détails puisque je pense que Jean-Baptiste va nous donner plus de détails sur la procédure précisément. Mais donc, je finis un peu le tour d'horizon. Donc, l'échéance s'arrête le 5 avril 2000. La prochaine échéance, c'est le 5 avril 2022 et c'est la fin de l'offre. 5 avril 2022 à minuit. Donc, c'est le dernier moment où vous pouvez souscrire dans le cadre de cette offre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si il vous n'est pas possible de le faire d'ici cette date-là, eh bien, la société envisage donc à travers une assemblée générale qui aura lieu le lendemain, le 6 avril, de voter une nouvelle offre de titre ouverte au public pour prolonger, en fait, puisque nous avons des demandes comme ça qui viennent au fil du temps, de prolonger cette offre. Mais attention, il y aura une augmentation en fait, décidée par l'Assemblée de 20% du prix par action pour tenir compte de toutes les avancées qui ont eu lieu depuis un an sur le projet. Et donc, voilà, c'est plus avantageux de souscrire, évidemment, avant. Et puis, deuxièmement, il y aura aussi une division du nominal qui va aussi permettre de souscrire des actions il y aura 10 fois plus d'actions pour une action ancienne. Et donc, ça va permettre aussi d'avoir une meilleure granularité pour les souscripteurs qui souhaiteraient avoir aujourd'hui, par exemple, 1,5 actions. Ils ne peuvent pas, donc là, demain, ils pourront. Voilà, il y a un numéro de téléphone que vous retrouvez aussi sur le site f2r2.fr que vous pouvez appeler si vous avez des questions ou des difficultés pour souscrire, parce que je crois qu'il ne devrait pas trop se produire. Et puis, une adresse email aussi pour nous interroger si vous avez des questions de procédure. Sur l'investissement, qu'est-ce qui se passe ensuite quand vous avez investi? Donc, ça se fait de manière assez rapide lorsqu'on souscrit par PEA ou PEA-PME, eh bien le flux est bien rodé entre justement EasyBourse et F2R2. Donc, on a déjà eu des souscriptions qui nous ont permis d'être complètement fluides, je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bien, vous recevez l'attestation d'inscription en compte individuel d'actionnaire. C'est ce qui donne un titre, c'est votre titre en quelque sorte, de propriété d'action. Ensuite, eh bien, vous allez être tenu au courant régulièrement à travers une liste de diffusion par email. Donc, vous allez recevoir des actualités à chaque fois qu'il y a un webinaire, une présentation, une avancée, la possibilité de tester quelque chose. Tout ça, vous le recevez par email. Vous pouvez aussi vous joindre à des réunions qui ont lieu mensuellement par Zoom, qui sont réservées aux actionnaires et qui permettent aux actionnaires participants de suivre l'avancement du projet, de participer s'ils le souhaitent au développement. Nous avons par exemple des actionnaires qui ont déjà fabriqué des prototypes de sites Frogance et qui sont donc très actifs aussi pour préparer le lancement. Voilà, donc, et puis enfin, vous avez aussi dans le cadre de cette première offre, mais qui ne sera pas reconduite lors de la deuxième offre, la possibilité de parrainer des souscripteurs. Donc si par exemple vous souscrivez des actions aujourd'hui, vous devenez actionnaire, vous avez la possibilité de parrainer un souscripteur pour obtenir en fait une action gratuite pour 5 actions parrainées. Donc certains souscripteurs l'ont utilisé à juste titre. Alors je vais peut-être maintenant passer la parole à Jean-Baptiste pour la suite. Oui, effectivement. Donc, pour la souscription, effectivement, ça commence sur le site de F2R2. Très bien. Et après, se pose la question, une fois que vous avez tout juste initié cette souscription,
est-ce que ça peut être intéressant pour vous de l'avoir dans votre PEA ou votre PEA-PME et notamment chez EasyBourse? Effectivement, si vous décidez d'avoir ça dans un PEA ou un PEA-PME, eh bien, vous allez bénéficier de l'enveloppe fiscale que ça représente. Et en l'occurrence, c'est-à-dire que vos plus-values ou quand vous aurez des dividendes, eh bien, vous allez en quelque sorte échapper à l'impôt sur le revenu. Ça, si vous avez un PEA qui a plus de 5 ans d'âge ou qui aura plus de 5 ans d'âge lorsque vous vendrez vos titres. Donc l'idée générale, c'est effectivement de commencer sur le site F2R2, très bien. Vous générez donc le bulletin de souscription. Vous ouvrez en parallèle un PEA ou un PEA-PME ou encore un compte titre chez EasyBourse, ou alors vous l'avez déjà. Eh bien, également aussi, vous récupérez sur le site EasyBourse, on a tout un document qui permet de gérer avec un process sur les titres non cotés. Donc, il faut effectivement le remplir. Et puis après, une fois que vous avez donc ce bulletin de souscription et ce document EasyBourse qui est rempli, eh bien, il faut l'envoyer à service.tnc@easybourse.com en complétant avec quelques documents que vous fournirez à F2R2, notamment le CABIS, les statuts, etc. Voilà, donc il n'y a rien de très compliqué. Tout ça, c'est assez simple. En fait, en 3-4 jours, on devient actionnaire de titres non cotés F2R2. Alors, effectivement, c'est des titres non cotés, donc c'est un peu différent d'une souscription classique. Et alors, effectivement, quels sont les frais quand vous faites ça? Eh bien, les frais sont les frais de titres non cotés, à savoir que sur EasyBourse, il y a des frais variables de 1,2%. C'est-à-dire que si vous achetez pour 1 000 € ou 1 250 €, eh bien, ce sera 1,2%. Voilà, ça fera à peu près 14-15 € la transaction. Et il y a un plafond de 60 €, même de 50 € maximum quand vous achetez des titres F2R2 ou des titres non cotés. Donc, si vous achetez pour 10 000 €, 15 000 €, ce sera maximum 50 € à la transaction. Voilà. Et après, effectivement, vous avez ceci visible sur votre portefeuille EasyBourse. Et puis, vous pouvez effectivement attendre. Puis après, le jour où effectivement F2R2 sera coté, eh bien, vous pourrez effectivement les voir comme des titres cotés. Voilà, je vais passer une slide d'après, peut-être pour montrer un petit peu le document. Voilà, le document qu'on peut récupérer sur le site EasyBourse comme pour le process de titres non cotés. Voilà, donc il y a quelques cases à cocher, quelques éléments à remplir et tout ça. Donc ce document, bien sûr, on peut le demander à service.client@easybourse.com quand on est client. On peut aussi le récupérer depuis son espace client quand on est client. Voilà, tout simplement, il est très facilement trouvable. Voilà, je passe la slide suivante. Voilà, voilà donc, et bien sûr, je rappelle le numéro du service client si jamais il y a des questions plus particulières ou sur le process. Si vous n'êtes pas client EasyBourse, il y a bien sûr le service commercial 0800 802 200 qui vous explique tout ce que EasyBourse peut vous proposer quand vous voulez investir, je dirais, de manière un peu dynamique, un peu libre sur les actions ou sur tout un ensemble de produits financiers, puis moi-même. Voilà les quelques éléments qui me semblaient importants avant de pouvoir aussi peut-être répondre à plus de questions. Je voulais juste préciser aussi que, effectivement, vous avez vu que la Banque Postale fait une grande campagne en ce moment sur la banque citoyenne. EasyBourse aussi participe beaucoup à ces valeurs de citoyennes. Et c'est pour ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi d'échanger avec F2R2. Effectivement, ça rend peut-être Internet un peu plus citoyen. Il y a une démarche française, déjà, on peut le souligner que c'est français, avec peut-être aussi, on a vu aussi des éléments durables, des éléments aussi de sécurité qui sont aussi, et aussi l'utilisateur qui est au centre de l'utilisation de la navigation. Donc, voilà, donc c'est des choses qui sont intéressantes à souligner. Voilà, donc je pense qu'on a répondu assez à la question sur comment faire quand on veut l'avoir dans un PEA ou un PEA-PME. Peut-être qu'il y a une question aussi que j'ai vu apparaître sur le lancement. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quand sera ce lancement et quelles actions vous allez faire pour que ce lancement puisse vite monter en charge et que ça puisse vite faire le buzz en quelque sorte? Oui,
Alors, tout à fait. On a donc un plan de marche là aujourd'hui qui est de commencer à partir de l'été à diffuser cette technologie Frogance dans les communautés de développeurs, notamment auprès de ceux qui vont donc fabriquer les sites de demain. Voilà, parce que ces développeurs sont évidemment un maillon indispensable dans la diffusion de la technologie et ils ont aussi une appétence très forte pour les nouveautés. Ce sont des très bons testeurs, ils font beaucoup d'expériences et donc ils vont faire connaître la technologie petit à petit dans Internet jusqu'à toucher les éditeurs de contenu et de services qui aujourd'hui publient des sites web. Donc on va commencer progressivement cette démarche, donc à partir de juin de 2022, donc dès cette année, avec donc une montée en puissance progressive qui, donc, dans un bon cas favorable et positif, va se produire assez rapidement à nos yeux. Et puis, on prévoit aussi le fait que le chemin soit peut-être un petit peu plus long et que par rapport à nos prévisions, on puisse avoir quelques mois, 6 mois, 12 mois, peut-être même de retard, mais ce qui ne changera pas véritablement notre succès, je pense. Simplement, il faut être adapté aussi à l'élasticité, on va dire, des pratiques de développement et de publication. Donc voilà, donc les choses peuvent aller vite, néanmoins, sur cette diffusion. Donc la conséquence de quoi, évidemment, en conséquence de quoi le chiffre d'affaires de la société va monter, puisque, comme on l'a dit, à chaque fois qu'un site Frogance devra être publié, eh bien, il faut une adresse Frogance, voire si on est une marque, c'est bien d'avoir un réseau Frogance. Alors, je vois aussi qu'on a eu une petite question sur, tout au début, il me semble, que j'avais noté. Les GAFAM, oui. Comment vous êtes perçu par les GAFAM? Est-ce que vous êtes racheté par les GAFAM? Est-ce qu'ils vont vous copier? C'est des choses… Voilà. Bien sûr, on peut pas ignorer qu'effectivement, à la fois aux États-Unis, mais aussi en Chine, nous avons des acteurs majeurs qui s'occupent de fournir des services concurrents les uns des autres, etc. Bon, dans le cas de Frogance, si je remonte rapidement au slide sur l'organisation, la structure du projet, les entités du projet, eh bien, la première des choses donc, à bien avoir en tête, c'est que c'est l'OP3FT, donc c'est un fonds de dotation, une organisation à but non lucratif, qui détient la technologie Frogance. Elle est basée en France avec des antennes internationales. Cette organisation, elle n'a pas d'actionnaire, elle travaille dans l'intérêt général et c'est comme une fondation, et donc elle n'est pas rachetable. Déjà, la première chose à dire, c'est ça. La chose qui, par contre, est rachetable éventuellement demain, c'est la société F2R2. Alors, les trajectoires de retour sur investissement ou de sortie d'actionnaires sont de deux ordres. Le premier, c'est la possibilité d'une introduction en bourse à terme de F2R2. À ce moment-là, évidemment, les actionnaires trouveront une liquidité immédiate puisqu'ils pourront vendre leurs actions sur le marché. Et la deuxième hypothèse, c'est effectivement une acquisition par un groupe. Alors, est-ce que c'est nécessairement une société de type GAFAM qui acquiert F2R2 ? Bien, peut-être, mais pas nécessairement uniquement. C'est-à-dire qu'on voit bien que F2R2 fait un métier très particulier d'adressage sur Internet, ne fait pas des contenus directement, puisque nous traitons qu'on est opérateur d'adresse. Donc, ça peut aussi intéresser d'autres industriels que pas forcément et pas uniquement simplement ces géants qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, on peut voir que la société qui s'occupe des noms de domaine en .com, que j'ai cité tout à l'heure, c'est la société VeriSign. Elle n'est pas du tout connue. Elle est d'ailleurs en bourse aujourd'hui et elle pourrait aussi un jour être intéressée de prendre une participation d'une acquisition ou carrément une acquisition d'F2R2. Voilà, donc notre trajectoire de sortie actionnaire, elle est double. Donc elle peut être du côté d'une introduction en bourse ou bien d'une acquisition stratégique. Je crois, Alexis, que ça répond aussi à une question que nous avions, qui était quand les dividendes, merci, quelle politique. Et c'est une manière aussi de répondre par la stratégie de sortie des actionnaires et entre-temps. Il y a évidemment une marge. On peut quand même aussi dire qu'une marge comme celle d'F2R2 peut aussi intégrer à un moment donné, sur décision des actionnaires, une distribution de dividendes sur ce chemin-là. Ce n'est pas non plus exclu, évidemment. Mais ça, ce sont des décisions d'assemblée qu'il faudra décider ensemble avec les actionnaires. Dans les questions, c'est ça. Il y avait aussi donc,
Alors, devenir à votre tour un géant de l'Internet ou j'aime bien le ou en suspension. Je pense qu'on ne sera. Je pense que Froggen sera très connu, évidemment, comme le web est utilisé par tout un chacun. Les sites web sont utilisés en tant que technologie par tout le monde. Hein, je crois qu'il y a combien de milliards d'internautes? 5, non 5 milliards d'internautes aujourd'hui. Tout le monde utilise le web, mais sans savoir déjà qui s'occupe, par exemple, des noms de domaine en .com. La société VeriSign est parfaitement inconnue du grand public. Et aussi, même, au fond, ils ne connaissent pas le nom de l'organisation équivalente au P3FT qui s'occupe des standards du web et qui s'appelle le W3C. Donc là, quand vous rentrez dans le projet Froggen, vous rentrez dans un espace un petit peu, je dirais, des opérateurs du réseau, pas les opérateurs de télécommunications, mais les opérateurs logiciels qui font tourner l'Internet. Et donc, je crois que Froggen sera très connue, mais F2R2 sera connue que si elle entre en bourse, on va dire, puisque sinon, elle restera, je dirais, un acteur assez discret qui fait un métier comme VeriSign, un métier très, très important, très lucratif, mais qui n'est pas vraiment grand public. Voilà. Même si les utilisateurs taperont des adresses Froggen sans savoir que nous sommes derrière chacune de ces adresses Froggen. D'accord. Une autre question qu'on peut se poser aussi, est-ce que vous avez des autres sociétés concurrentes qui essaient de faire un peu la même chose que vous, ou est-ce que vous avez connaissance d'évolutions prochaines de navigateurs qui pourraient évoluer dans votre sens ou essayer de vous copier? Alors, c'est une bonne question. Je voudrais à ce moment-là passer un instant sur un slide qui pourrait nous aider à répondre facilement, on va dire rapidement, circoncise. Voilà. Voilà. Là, on a une vue d'ensemble des technologies avec en colonne le web à gauche et Froggens à droite. Donc, c'est un petit récapitulatif. Et alors, ça va répondre déjà à la première question que le web ne peut pas embarquer Froggens, en fait, puisque les propriétés de Froggens ont été conçues nativement pour, par exemple, s'occuper de la sécurité, de la vie privée, le système d'adresse, même la présence sur l'écran, en fait, n'est pas possible avec des pages rectangulaires, en fait. C'est-à-dire les pages rectangulaires du web ne sont pas du tout conçues pour avoir cette possibilité graphique. Et d'ailleurs, réciproquement, Froggen n'est pas du tout conçu non plus pour faire des pages web traditionnelles. Donc, il y a une distance assez forte entre les deux mondes, du navigateur d'un côté au logiciel France Player de l'autre. Les adresses ne sont pas dans le même format, elles ont un autre, dans le cas de Froggen, par exemple, elles sont internationales. Et puis, on voit même pour les développeurs qui vont être la première population qui va être au contact de Froggen dans les prochains mois, eh bien, les technologies sont un petit peu différentes. Il y en a au centre qui sont en commun, qui sont les technologies au niveau des serveurs, mais sinon, la façon de faire des pages est très différente puisque ça correspond vraiment à des usages différents, sans oublier aussi l'organisation de standardisation. Donc, pour le web, je dirais on a un ADN tellement différent qu'on ne peut pas vraiment se retrouver, se mettre en concurrence. Et puis ensuite, bien, la question de savoir s'il y a d'autres projets comme Froggen qui viendraient ramener des petites fenêtres à droite à gauche. Eh bien, à notre connaissance, il n'y en a aucun, aucun au niveau international. Et une des raisons qui nous donne confiance dans le fait qu'on doit certainement avoir raison, c'est que pour développer des standards ouverts, vous avez besoin de le faire en toute visibilité, en fait, pour ceux qui savent ce qu'on est en train de faire. Amaury a cité tout à l'heure des organisations internationales comme IETF, ICANN, l'Internet Society of China pour la Chine. Eh bien, ces organisations, en fait, on ne peut pas faire l'économie d'aller leur parler, d'aller leur demander de standardiser des morceaux, de s'associer à nous, puisqu'on ne peut pas comme ça apparaître sur Internet en un clin d'œil et sans se faire adouber, on va dire, par les acteurs importants. Par exemple, Froggen, quand on a été donc à l'IETF, nous avons standardisé les liens qui vont exister entre les sites web et les sites Froggen. Comme on a vu dans la vidéo, il y a un moment donné, l'utilisateur clique sur un lien et ça ouvre un site Froggen. Bien, la nature de ce lien a été standardisée par l'IETF avec des acteurs comme Microsoft, Google, Cisco, qui ont approuvé en fait ce type de lien. Donc, on ne peut pas le faire comme ça tout seul dans son coin. Mais dès lors que vous le faites avec ces organisations, ça devient public, puisqu'elles travaillent en toute transparence. Donc là encore, on peut aller voir ces organisations, regarder avec qui elles travaillent, et on se rend compte en réalité qu'il n'y a pas de projet nouveau qui viendrait proposer un autre système de publication. Donc ce que disait Amaury tout au début en disant qu'en fait, nous, on veut apporter une liberté de choix,
en ayant Frogance et le web en complément, eh bien, ce choix, pour l'instant, avec la sortie de Frogance, il va se limiter à 2. Ensuite, rien n'empêche qu'une entreprise décide de proposer un 3e choix. Mais là, ce qui va nous donner quand même un avantage énorme, c'est qu'elle sortira probablement jamais avant 2025 la moindre solution, puisqu'il faut beaucoup d'années pour standardiser une technologie. Ça ne sort pas comme ça du chapeau. Là, je précise qu'effectivement, on voit beaucoup de choses sortir très vite aujourd'hui, mais attention, ce sont des services propriétaires, ce sont des technologies propriétaires souvent, c'est-à-dire qui appartiennent en propre à la société qui les édite, et donc il n'y a pas du tout ce côté standard ouvert, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite dans le développement, mais en même temps, ça limite énormément leur diffusion, puisque ce dont l'industrie a besoin aujourd'hui, ce sont des standards ouverts. Si le web s'est diffusé autant, c'est bien parce que c'est un standard ouvert, sinon il n'aurait jamais été adopté par tous les grands groupes et tous les acteurs économiques. Il faut absolument quelque chose de neutre. Il y a aussi 2 questions sur la complémentarité de navigation entre les sites Frogance et Internet et les sites Frogance. Mais je pense que vous l'avez déjà montré et expliqué. On connaît sur Internet, on peut ouvrir un site Frogance depuis Google ou depuis je ne sais quel site Facebook ou autre. Et réciproquement, une fois qu'on est sur un site Frogance, on veut revenir sur un site Internet, c'est tout à fait possible avec ce système de lien. Donc, voilà. Il y avait une question aussi, Jean-Baptiste. Intelligence du standard ouvert, compris, c'est une remarque, intelligence du standard ouvert compris par Elon Musk. C'est une remarque. Et puis une question, Frogance peut-elle s'imposer et comment? Alors, dans s'imposer, il y a peut-être au détriment de quelque chose dans l'idée. Là, en fait, tout le projet Frogance a été construit comme une addition à l'existant et pas un remplacement de l'existant. On l'a bien vu dans la vidéo, les sites web vont rester après Frogance. C'est génial, le web. Enfin, je veux dire, on peut faire des choses extraordinaires avec le web. On a YouTube, on a des réseaux sociaux, on a déjà plein de services très intéressants. Et ça, ce n'est pas remis en cause par Frogance. Frogance apporte une autre façon de communiquer en complément du web. Donc, c'est quelque chose qui ne vient pas compromettre quelque chose. Alors maintenant, on ne s'impose pas par rapport au web, on vient compléter le paysage avec donc une solution intéressante. Alors maintenant, comment elle se diffuse? Comment Frogance va se diffuser? Eh bien, donc on va amorcer, comme le disais tout à l'heure, par la communauté des développeurs, et ensuite on va compter sur un phénomène très, très évident qui a déjà fait ses preuves de nombreuses fois dans Internet, c'est la viralité des contenus eux-mêmes. C'est-à-dire que quand un éditeur de contenu va faire un site Frogance, par exemple, je sais pas, la société EasyBourse, à un moment donné, fait un site Frogance au moment de son lancement en disant voilà, je vais vous permettre de suivre vos cours de bourse en temps réel. Il est évident que ça se voit. D'abord, ça se voit auprès de ses utilisateurs qui vont trouver ça formidable, j'espère. Et puis, en même temps, tous les opérateurs, que ce soit en France ou dans d'autres pays, vont remarquer évidemment, puisque tout le monde s'observe et se regarde, et vont remarquer que cette innovation faite par EasyBourse, eh bien, elle est peut-être réplicable, on peut peut-être suivre aussi un peu l'exemple et regarder ce qui se passe. Et donc, il va y avoir un phénomène dans tous les secteurs, là on parlait de la bourse, mais évidemment ça va dépasser ce secteur-là, dans tous les secteurs, l'amorçage de quelques exemples va donner immédiatement une émulation auprès des autres acteurs qui sont un peu dans le même secteur d'activité. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec le web. C'est-à-dire que quand le web a été introduit au début des années 90, eh bien, on avait 40 ou 50 sites web et quelques millions 2 ou 3 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, la publication d'un site attire des internautes et ces internautes donc, en parlent un petit peu, et ça attire aussi. Dans les internautes, il y a les concurrents, il y a aussi ceux qui sont en compétition avec, et donc il y a une émulation qui se fait très naturellement et qui peut d'ailleurs entraîner des phénomènes d'adoption très forts, qui ont d'ailleurs parfois détruit des projets, puisqu'en fait les projets ne s'attendaient pas à un tel niveau de pression du nombre d'utilisateurs, et c'est la raison pour laquelle, dans notre préparation, nous avons fait très attention tant au niveau des entités et de leur rôle, de ne pas prendre non plus une place trop centrale dans la communication et dans la diffusion pour que justement, quand cette diffusion ait lieu, on ne soit pas submergé. Ça, c'est sur le plan administratif, et sur le plan technique, la société F2R2
et c'est ce qu'elle est en train de réaliser pour le démarrage, a migré en fait son dispositif technique dans le cloud, pour ne pas le citer pour l'instant, le cloud d'Amazon, qui est un cloud mondial, y compris en Chine, pour justement permettre une montée en charge instantanée avec le succès et pas avec un retard potentiel qui pourrait nuire à justement l'image du projet, puis aussi simplement son adoption. Jean-Baptiste, Alexis, je vois aussi une question qui nous est régulièrement posée, donc je suis content de la voir apparaître. Dans l'attente d'une éventuelle introduction, existera-t-il un marché secondaire pour reprendre ces parts ou en acheter d'autres? Alors, nos statuts qui sont bien sûr disponibles dans le cadre de l'offre sur le site f2r2.fr prévoient effectivement une cession libre entre actionnaires. Donc déjà, entre actionnaires, on peut imaginer qu'il y ait des échanges de titres. Alors, nous n'avons pas pour l'instant mis en place ni pensé à un système de place de marché interne entre actionnaires qui permettrait de fluidifier un peu les choses, mais ce sont des choses qui peuvent s'envisager. Alors, on vous a dit tout à l'heure que les actionnaires se rencontraient à travers des réunions Zoom, alors dans lesquelles là, on n'est pas en mode là, on est en mode webinaire, mais dans le cadre des réunions Zoom, ce sont des réunions privées, donc les gens sont dans un cercle, donc peuvent se connaître et se voir, mais c'est un mode privé. Et donc, ce sont aussi des occasions éventuellement de discuter si on souhaite échanger des titres. Pour l'instant, en tout cas, nos actionnaires ne sont pas dans cette disposition d'esprit, j'ai l'impression qu'ils ont envie de vendre leurs titres. Mais bon, effectivement, on pourrait imaginer des solutions de ce type-là. Et j'ai une remarque aussi, Frogance, utile pour je pense que c'est Metaverse, où j'ai vu Petaverse, alors je ne connais pas personnellement le Petaverse, mais utile pour le Metaverse futur. C'est marrant parce qu'on avait une discussion hier en conseil d'administration à l'OP3FT sur ce sujet. Alexis, tu veux peut-être faire une remarque sur la remarque? Tout à fait, oui. Dans les gens qui sont au conseil d'administration d'OP3FT, dont nous avions effectivement un conseil hier, il y a un ancien administrateur d'ICANN, donc de l'organisation de standardisation, qui s'appelle Khaled Kouba, et qui nous posait, et qui aujourd'hui travaille aux relations de Meta, donc le nouveau nom de Facebook, auprès d'État. Tu me corriges, Amaury, si ça doit être à peu près ça ce qu'il fait, je pense. Oui, responsable de la politique publique. Voilà, merci de m'avoir aidé. Et donc, qui justement nous posait la question des relations entre Frogance et le métaverse. Donc, métaverse, on va l'entendre par environnement immersif 3D dans lequel les utilisateurs d'Internet peuvent évoluer pour se rencontrer ou rencontrer des services, etc. Donc, alors, des gens, on ne va pas commenter sur l'intérêt, le non-intérêt de ce genre de choses, mais en tout cas, ça existe. Ce sont des projets industriels aujourd'hui très forts dans lesquels on va tenter de faire entrer des utilisateurs. Il y a déjà aussi des métaverses qui existent déjà, qui sont en expérimentation. Enfin, voilà. Donc là, en l'occurrence, Meta, donc Facebook, a décidé de faire un standard un peu autour de tout ça. Dans ce cadre-là, Frogance, en fait, a un rôle à jouer très intéressant, quel que soit finalement le standard qui sera retenu par l'industrie, que ce soit celui de Facebook ou d'autres, ou qu'il y en ait 3 en parallèle qui soient pas interopérables. Eh bien, Frogance va être peut-être la solution pour naviguer dans des contenus à l'intérieur des métavers. C'est-à-dire, vous imaginez que vous êtes dans un espace tridimensionnel, que vous vous déplacez. Si on vous met là devant vous, dans votre écran tridimensionnel, un site web avec un navigateur web et des barres de défilement et des onglets dans tous les sens, vous ne pouvez rien faire, ce n'est pas très intéressant, ça sera beaucoup moins pratique que d'être devant votre écran sans la partie 3D. En revanche, si vous vous souvenez un peu du film Minority Report, où l'utilisateur, là, il est en train de manipuler des fenêtres très facilement dans tous les sens, eh bien, là, ça commence à ressembler plus à des sites Frogance qu'on pourrait du coup naviguer dans cet espace tridimensionnel en faisant venir les petits sites Frogance que vous avez vus, au lieu de les faire venir sur l'écran en 2 dimensions, eh bien, on pourrait les manipuler dans un espace à 3 dimensions. Et la maniabilité des sites, vous voyez, par exemple, le fait qu'on les agrandisse, qu'on les diminue, quand vous êtes sur mobile, eh bien, vous le faites juste avec 2 doigts. Là, on peut très bien imaginer que dans un univers 3D, pareil, on veut les réduire, etc. Voilà. Donc, le côté ludique des sites Frogance, le côté débarrassé de la technologie, on ne voit plus du tout la techno. Quand on est devant un site Frogance, on voit juste la forme du contenu. Il n'y a pas de menu derrière, de menu autour, des choses comme ça. Eh bien, peut-être sera
peut-être que Froggen sera la solution pour publier des contenus dans le métaverse, alors que là, le web restera la porte d'entrée parce que trop lourd, trop complexe et pas très maniable en fait pour les utilisateurs. Merci. Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu l'as Oui, vu. et effectivement, une question, effectivement, comment après votre action que vous achetez via FDR2 et EasyBourse sera-t-elle visible dans votre PEA? Ben, c'est très simple, hein, vous irez dans votre PEA EasyBourse, sur Internet ou sur votre application mobile, vous irez dans Valorisation, hein, là où vous voyez toutes vos actions, et dans l'onglet Valorisation, et ben, au milieu de tout ce que vous pouvez avoir déjà chez nous, eh bien, vous verrez une ligne qui va s'appeler Froggen's Friends. Je suis en train de regarder mon compte en ce moment même. Vous allez voir effectivement que vous verrez donc le nombre d'actions que vous avez, le prix moyen. Donc en l'occurrence là, si vous l'achetez maintenant, ce sera prix moyen et ce sera 1 250 €. Par contre, effectivement, en termes d'affichage, de plus-value, de performance, etc., comme c'est du non-coté, eh bien, ça ne sera actualisé que quand on aura des informations nouvelles, comme quoi que le cours de l'action a été remis à 1 500 € ou autre. Voilà. Mais effectivement, vous verrez en tout cas très clairement dans votre portefeuille le nom Froggen's Friends et la valorisation de votre action ou de vos actions. Merci. Merci. Et il y a une question alors, qui est en avance de phase, en tout cas pour la personne qui la pose. On espère pouvoir lui communiquer un jour. Comment recevoir les codes des confs Zoom, actionnaire F2R2? Alors, vous avez ces codes directement dans votre compte d'actionnaire sur le site fdr2.fr et par ailleurs, vous recevez justement par email dans les annonces d'actu, de l'actu F2R2, et bien vous recevez par email aussi un rappel de la prochaine réunion avec les codes qui sont dans l'email. Voilà. Mais je vous rappelle, ce sont, comme le suggérait Amaury à l'instant, ce sont des réunions réservées aux actionnaires qui sont déjà actionnaires. La prochaine réunion, Amaury, si je ne m'abuse, elle se situe mi-avril. Hein, oui, absolument. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a touché fait un peu le tour. Dans tous les cas, il y a une vidéo, un replay, comme on dit, qui va être envoyé aux participants et qui sera aussi visible sur le site EasyBourse. Merci beaucoup à tous les participants, à ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup, bien sûr, à vous deux, vos explications très claires. Merci pour ce beau projet. On vous souhaite effectivement un bel avenir de licorne, hein, de licorne française. Peut-être un dernier mot de la fin. Un grand merci pour votre participation, puisque l'esprit de ce projet, c'est d'avoir donné la priorité au public. C'est justement ces moments où on peut vous présenter les choses et puis faire participer les investisseurs venus du public particulier au projet. Donc, bienvenue à ceux qui souhaitent nous rejoindre. Voilà, et puis je vous remercie aussi de votre participation. Merci aussi à Jean-Baptiste pour l'organisation de ces échanges. Et pour ceux des actionnaires qui souhaiteraient aller plus loin et qui auraient encore des questions, je le redis, n'hésitez pas à passer un coup de fil au numéro de téléphone qui est donc sur le site. Vous aurez des moyens de nous contacter très rapidement. Et si besoin, nous pouvons aussi organiser quelques échanges complémentaires pour pouvoir répondre à d'autres questions si vous en avez, ou des idées, si vous avez des idées qui peuvent nous servir dans notre développement. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.